Bonjour, juste avant que vous profitiez de cette interview, j'aimerais vous préciser qu'il s'agit d'un partenariat entre ERAPRO et OKDoc. Notre objectif est de vous faire découvrir la recherche dans les technologies immersives à travers en particulier des jeunes chercheurs et des doctorants. Si vous connaissez des personnes qui travaillent dans ce domaine, n'hésitez pas à nous les signaler, soit en commentaire, soit en nous envoyant un message. Je vous remercie. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour discuter avec nous de ton travail de thèse et puis de l'utilisation de la réalité augmentée dans une partie de ton travail. Est-ce que tu peux commencer par nous donner un petit résumé de ton parcours académique et qu'est-ce qui t'a amené à la thèse en fait? Donc moi, je suis astrophysicien aujourd'hui, donc chercheur et en même temps médiateur scientifique, que ce soit avec une association que j'ai créée, mais aussi même dans mon travail, je suis plutôt chargé de communication au sein du département d'astrophysique du CEA de Paris-Saclay. Mais pour en arriver là, en fait, ça a été un long chemin. Et tout au début, donc j'ai fait donc mes études en sciences, donc j'ai suivi plus ou moins la voie royale, donc plutôt la fac. Et l'astrophysique me plaisait, mais c'était pas vraiment enfin, pas comme certains où c'était une sorte de rêve. Il y avait quelque chose qui m'attirait, quelque chose qui me semblait totalement magique et un peu surnaturel, ce côté quand on voit les galaxies, quand on voit cet univers, on se dit c'est vraiment extraordinaire. Et donc j'avais envie de comprendre ça. Et donc naturellement, je me suis dirigé là-dedans jusqu'à ma thèse. Et là, j'ai eu la chance donc de travailler sur les étoiles. Donc en gros, c'est des étoiles on les étudiait via une étude qu'on appelle l'astérosismologie. Donc en gros, l'astérosismologie, donc en gros, c'est l'étude des étoiles via le tremblement des étoiles. Donc c'est un peu comme on étudie l'intérieur de la Terre via les tremblements de terre. Donc en gros, c'est les vibrations qui sondent l'intérieur de la Terre comme une échographie, et grâce à ça, on peut savoir les différentes couches. L'astérosismologie, c'est pareil avec les étoiles. Et au fil de mes études, donc après ça, ensuite j'ai enchaîné avec un travail plutôt en cosmo, et après j'ai fait plutôt de l'exoplanète. Et tous ces travaux au sein de la recherche, de plus en plus, je me suis dit, en fait, ce qui me plaît, c'est pas faire forcément de la recherche, mais c'est être dans la recherche. Donc c'est la recherche elle-même. Et à un moment, je me suis dit, en fait, ce que j'aime le plus, c'est mettre en valeur justement le travail de recherche et parler de la recherche aux gens. Donc, autrement dit, je suis émerveillé et j'ai envie de parler aux autres en disant, regardez comme c'est beau. Et finalement, c'est cette volonté de partager, cette volonté de partager un peu cet émerveillement que j'avais, cette passion, que naturellement, je me suis dirigé vers la médiation. Et donc, à partir de cette médiation, justement, j'ai créé donc une association qui s'appelle Spacebus France, pour lequel donc on va directement vers les personnes pour leur parler d'astronomie. Et à cette occasion-là, donc, j'ai rencontré des chercheurs du CEA de Paris-Saclay, et eux, justement, ils voulaient travailler plutôt, mettre en valeur leurs recherches autour des exoplanètes, donc les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, de manière ludique, de manière sympathique, de manière moderne, de manière à attirer les gens, puisque les gens aiment bien utiliser leur ordinateur, leur smartphone et tout. Et donc, du coup, on a connecté ensemble et on s'est dit, bah, si on faisait une application de réalité augmentée sur les exoplanètes. Alors, on rentre dans la partie XR. Ce qui est intéressant, c'est comment vous êtes arrivé à définir que la réalité augmentée avait un intérêt pour cette partie de médiation. Qu'est-ce qui vous a amené à cette réalisation? Bah, en fait, généralement, quand on pense au cosmos et à l'univers, à tous ces trucs, on pense tout le temps aux belles images, surtout là avec le JWST, donc des grosses nébuleuses ou des grosses galaxies. Mais au fond, tous ces trucs, c'est que des images en 2D qui paraissent quand même assez lointains et peu concrets. Et donc, on s'est dit, bah, la réalité augmentée, est-ce que le fait que ça soit une image qu'on peut transformer en 3D, qu'on peut interagir avec,
qu'on peut se balader, même ça qui est intéressant avec la réalité augmentée, c'est qu'on peut utiliser aussi l'espace que l'on a autour et on peut se balader autour de l'objet, donc tourner autour. Donc finalement, avoir une interactivité avec un objet pour lequel d'habitude on n'a pas d'interactivité parce que c'est trop lointain, parce que c'est trop autre chose, quoi. On s'imagine pas. Et même les chercheurs, d'ailleurs, beaucoup de temps, on a pensé que les exoplanètes ne pouvaient pas exister parce que c'était trop dingue. On n'arrivait pas, pendant très longtemps, on pensait que la Terre était le centre. Et jusqu'à récemment, en fait, jusqu'à la première découverte de la première exoplanète, beaucoup pensaient que ça n'existait pas. Et le fait justement de pouvoir interagir grâce à la réalité augmentée, eh ben, permet de rendre un petit peu plus concret. Et puisque on pense surtout quand on fait ce genre d'application, c'est surtout aux enfants, et puisqu'ils ont l'habitude maintenant d'avoir tout le temps des écrans, d'avoir des choses, donc ils ont l'habitude de grossir, même naturellement, même les gamins, les bébés, parfois, ils savent mieux que certains, parce que justement, on leur donne cette possibilité d'interagir avec un écran. Et donc, de par cette appétence à l'écran, on essaye d'utiliser ça pour justement, naturellement, ils s'approprient l'objet que, a priori, c'est trop lointain, trop abstrait, ils ne pourraient pas s'approprier. Donc, on utilise cette technologie pour que les gens s'approprient un objet qui serait trop abstrait dans l'absolu. Alors, tu as déjà, des expériences, hein, tu as travaillé avec des vraies personnes, tu as utilisé l'application. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées de la réaction des personnes à l'utilisation de l'application? Qu'est-ce que ça a amené? Est-ce que ça t'a surpris? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tout au début, c'est comment ça marche. Et puis après, très vite, ils arrivent à comprendre. Et après, on voit, c'est justement au moment où ils commencent à comprendre et à voir le potentiel qu'il y a derrière, à commencer à s'émerveiller et à rentrer vraiment dans le jeu. Et à ce moment-là, donc, on les voit après commencer à tourner, on les voit commencer à comprendre, à essayer de zoomer sur l'objet et après à changer. Et donc, naturellement, ils sont comme happés à l'intérieur du jeu, enfin, du jeu de l'application. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que au début, ils voient quelque chose qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et puis très vite, ils se l'approprient et très vite, justement, en fait, après, ils interagissent avec cet objet et cet objet devient justement le centre d'intérêt et ils arrivent après à le manipuler. Et donc, je pense qu'effectivement, ça marche assez bien. Après, ça dépend l'âge. Il faut bien viser l'âge. Peut-être il y a un âge au-delà duquel ça ne marche pas et en deçà duquel ça ne marche pas. Là où ça a vraiment le plus marché, je trouve, c'est avec les ados, parce qu'ils sont vraiment à fond sur tout ce qui est technologie et en même temps, ils sont très curieux. Et je trouve que les deux ensemble fait qu'ils peuvent passer beaucoup de temps et, et ils passent outre la difficulté, outre peut-être le côté scientifique et le côté un peu peut-être austère du coup qui va avec, et ils arrivent vraiment à plonger dedans et on voit qu'il y a vraiment un goût. Et ce qui est très intéressant, je fais ça avec dans les écoles et parfois les enfants naturellement, enfin même les ados, se mettent par 2 ou par 3. Ils sont les uns à côté des autres et après ils disent: «Ah regarde ça. Ah, tiens, il touche à ça. Ah, c'est rigolo» et machin et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire moi ce que j'avais peur aussi de la réalité augmentée, c'est le manque d'interactivité avec l'autre être humain. Mais finalement, c'est ensemble, ils se mettent autour d'une même tablette ou un même dispositif. Et du coup, c'est ensemble qu'ils jouent au jeu. Et ça, c'est vraiment très plaisant de voir ça, justement. Est-ce que tu as identifié également des limites, des choses à améliorer, peut-être un peu des rêves fous, d'utilisation de la réalité augmentée? Si tu avais des recommandations à faire à tes collègues chercheurs, sur quelle piste tu aimerais qu'ils travaillent pour améliorer encore l'expérience? Alors, il y a deux trucs, parce que la réalité augmentée, commence même à être utilisée par les chercheurs eux-mêmes pour pouvoir visualiser leurs données. Par exemple, quand on a, par exemple, là, j'ai des amis chercheurs qui ont fait de la réalité augmentée une application pour être sur Mars à partir des vraies données. Et donc là, du coup, ils mettent le casque. Là, pour le coup, c'est de la réalité virtuelle et ils sont plongés et donc ils plongent, enfin, ils surfent sur sur Mars. D'autres ont fait ça sur la comète Chury et compagnie. Et donc là, vraiment, même ils l'utilisent pour vraiment voir en 3 dimensions l'objet.
Donc d'un point de vue scientifique, ils l'utilisent et après par rapport à la médiation, comment rendre ça plus utile, par exemple, par rapport à celle que j'ai créée? Je pense que, et là, c'est une question de technologie parce que avant, elle n'existait pas et apparemment maintenant, elle existe. C'est la tablette utilise le GPS et donc analyse beaucoup mieux les mouvements que l'on est en train de faire. Et même si quelqu'un passe dans le champ, ça ne perturbe pas l'application. Et donc là, on peut vraiment faire des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, pourquoi pas, imaginer vraiment beaucoup plus interagir, rentrer à l'intérieur de l'objet et pas simplement le survoler comme ça de manière timide. Et je pense que la réalité augmentée gagne à avoir plus de précision et utiliser justement les nouvelles technologies pour vraiment beaucoup plus interagir et pourquoi pas vraiment ouais, aller chercher vraiment plus l'objet et pas simplement le survoler. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton parcours professionnel maintenant? Ça fait quelques années que tu as été diplômé, que tu as eu ta thèse. Tu t'es engagé donc au CEA dans un aspect plus communication et médiation. Comment tu vois ton parcours professionnel et comment tu imagines les utilisations, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle dans d'autres expériences dans le futur? Donc du coup, moi, après ma thèse donc, sur les étoiles, j'ai enchaîné avec une sorte de postdoc, donc un postdoctorat sur la mission Euclide, donc qui vient d'être lancée, donc plutôt en Cosmo. Et après, j'ai enchaîné avec plutôt l'aspect exoplanète. D'habitude, normalement, après un doctorat, on se focalise tout le temps sur la même thématique parce que le but, quand on veut être embauché, c'est être un spécialiste. Et donc, le CNRS ou le CEA, bref, un institut de recherche, embauche un spécialiste d'un domaine et il veut pas quelqu'un qui papillonne. Donc moi, déjà, je me suis grillé. Mais en fait, encore une fois, mon but n'était pas justement d'être forcément un chercheur pour chercher, mais vraiment explorer la recherche, explorer le domaine de l'astrophysique, parce que c'est ça qui m'attirait. C'est finalement, c'est la recherche en général et l'astrophysique aussi. Et donc, du coup, je me suis permis comme ça de slalomer entre les thématiques, ce qui m'a permis de voir un petit peu, de connaître plus de groupes, plus de thématiques, et de mieux la vulgariser, du coup, plusieurs domaines. Et aujourd'hui, grâce à ça, eh ben, je vois aussi les demandes de chaque communauté par rapport à leurs propres données qu'ils analysent. Par exemple, là, Euclide, donc le nouveau satellite qui a été envoyé pour voir l'univers et pour essayer de comprendre la matière noire et l'énergie sombre, eh ben, demain, il va observer tout un tas de galaxies de plus en plus lointaines et il va faire un mapping comme ça, une cartographie de l'ensemble de l'univers. Et on peut imaginer du coup, après les gens, mettre un casque de réalité virtuelle et se promener dans cet univers. Et le fait, grâce à des différentes techniques, on peut aussi savoir quelle est la distance de ces galaxies par rapport à nous, et ben on peut pourquoi pas aussi se promener en 3 dimensions dans cet univers. On peut faire ça donc pour les exoplanètes, explorer de plus en plus. De plus en plus, maintenant, on arrive, grâce au JWST, à gratter l'atmosphère, donc à comprendre quelle est la constitution des atmosphères des autres exoplanètes. Et donc là, la nouvelle technologie, pour moi, a vraiment un truc, un point d'ancrage dans lequel elle doit vraiment se positionner parce que pour faire de la médiation scientifique, c'est parfait. Et même pour faire de la recherche, je pense aussi que ça peut être un très bon outil, même si les chercheurs sont encore à l'ancienne devant leur ordinateur à faire un code bien, bien à l'ancienne. Mais je pense que la nouvelle technologie peut vraiment beaucoup aider par rapport à ça. Ben, merci Raphaël de toutes ces explications. C'était un plaisir de t'écouter et de découvrir ta façon d'utiliser l'AXR, en tout cas la réalité augmentée en particulier, pour promouvoir le discours scientifique et aider à l'explication des phénomènes, alors plutôt du ciel dans ce cas-là. Merci encore et puis à bientôt, j'espère, pour voir un peu la suite de tes expériences. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt.